Mais en même temps, et ceci est très important, les Saoudiens, les Émiratis et d'autres ont informé les États-Unis qu'ils ne permettraient pas les opérations américaines contre l'Iran depuis leur territoire. Donc, dans un certain sens, l'Iran a atteint la neutralisation des forces américaines dans le Golfe Persique qu'elle a longtemps recherché. Bonjour à tous. Ici Pascal de Neutrality Studies. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et l'honneur de parler à nouveau à l'ambassadeur Chas Freeman. Je sais que la plupart d'entre vous le connaissent. C'est un excellent orateur, écrivain et penseur. Il a servi en tant qu'ambassadeur des États-Unis en Arabie Saoudite, a été le secrétaire adjoint à la Défense dans les années 1990 et a également servi comme interprète principal de Nixon lors de sa visite en Chine en 1972. C'est l'une des plus grandes légendes vivantes de la politique étrangère américaine. Il y a quelque temps, j'ai parlé avec lui. Il secoue la tête, mais c'est vraiment le cas. Il y a quelque temps, il a parlé du Moyen-Orient et mentionné qu'avec le réalignement entre l'Iran et l'Arabie saoudite et d'autres événements, il serait beaucoup plus logique de penser à cette région comme l'Asie de l'Ouest, plutôt que le terme eurocentrique Moyen-Orient. C'était avant le 7 octobre, avant le début de ce qui doit être décrit comme un génocide, dont je suis absolument certain qu'il sera rappelé dans l'histoire mondiale comme tel. Alors, ambassadeur Freeman, bienvenue dans l'émission et merci d'avoir pris le temps de fournir une mise à jour. Eh bien, merci pour les remarques flatteuses. Eh bien, vous savez, je suis très impressionné par tout ce que vous avez fait, parce que vous parlez couramment le chinois et l'arabe, et que vous êtes dans la politique étrangère depuis très longtemps. Maintenant, vous êtes l'une de ces voix qui osent s'exprimer et cadrer les choses. Vous nous aidez à réfléchir aux affaires mondiales. Je me demande vraiment, compte tenu de tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, comment cela impacte vos vues sur le Moyen-Orient. Eh bien, cela a certainement eu un impact majeur. Initialement, j'étais un fan du sionisme dans les années 1950. J'admirais ce que je pensais qu'Israël représentait. Cependant, en observant les actions d'Israël au fil du temps, ma perspective a évolué du scepticisme à la critique. J'en suis venu à comprendre plusieurs choses sur le droit d'exister. Qu'est-ce que cela signifie? Cela implique que personne d'autre n'a le droit d'exister entre le fleuve Jourdain et la mer. C'est une affirmation positive d'une proposition négative qui est intégrale au sionisme. Essentiellement, dès le début, la phrase « un peuple sans terre pour une terre sans peuple » suggérait qu'il n'y avait pas de peuple en Palestine. Israël s'est consacré à garantir que cela soit le cas, ce qui a été brutalement révélé dans le génocide à Gaza. Israël préférerait pousser la population palestinienne à partir. Cependant, si cela échoue, il recourt à les tuer. Les victimes de l'Holocauste en Europe sont souvent citées, mais il est important de noter que les Juifs arabes, les Mizrahim et les Juifs orientaux n'ont pas vécu l'Holocauste. Pourtant, l'État israélien a mené des programmes suggérant à ses citoyens que le monde non-juif entier veut les assassiner. Cela dépeint le pays sous un jour qui ne peut être décrit que comme psychopathique. Le pays a déshumanisé la population indigène à un tel point que ses habitants ne ressentent aucun scrupule à commettre des massacres, y compris le meurtre de femmes, d'enfants et de nourrissons. Des théologiens en Israël ont justifié cela. Je n'aurais pas pu imaginer cela, et je ne peux imaginer rien de plus éloigné des principes du judaïsme tels que je les ai connus en Occident. Par conséquent, je suis arrivé à la conclusion que le sionisme n'est pas le judaïsme. Il n'est pas humain.
Il ne repose pas sur un raisonnement éthique mené à travers l'érudition, qui est l'essence du judaïsme. Au lieu de cela, c'est une forme de nationalisme fasciste, et nous sommes témoins de cela. Alors, les événements du 7 octobre et ce qui a suivi ont profondément affecté ma vision des choses. Je dois aussi dire qu'en tant qu'Américain, la foi en une solution que nous n'avons jamais vraiment soutenue suffisamment est scandaleusement malhonnête. Je pense que cela nous prive de toute crédibilité restante lorsqu'il s'agit de ce genre de duplicité, tromperie, malhonnêteté, hypocrisie et double standard. D'une part, nous condamnons la Russie pour sa guerre en Ukraine, qui a sans aucun doute inclus de graves violations des droits humains ukrainiens. D'autre part, nous ne condamnons pas Israël pour avoir commis des actes bien plus graves et létaux. Cela me désole profondément. Je n'ai pas pu bien dormir depuis 6 mois. Pareil ici. Je me demande juste ce qu'il y a d'unique dans ce que nous sommes en train de voir. Par aspect unique, je veux dire le double langage. La malhonnêteté dans la politique étrangère et le discours politique n'est pas nouvelle. Cependant, il est rare de trouver un moment où il y a des preuves claires d'actions répréhensibles qui se produisent, alors qu'en même temps, ceux au pouvoir et leurs facilitateurs agissent comme s'il n'y avait aucune preuve de cela. Par exemple, Kirby a déclaré à la télévision d'État « Nous n'avons aucune preuve qu'un seul abus des droits de l'homme ou crime de guerre ait réellement eu lieu. » Il a spécifiquement mentionné les crimes de guerre. Vous n'avez pas une seule preuve d'un crime de guerre. Et Israël continue de dire qu'ils se défendent tout en allant littéralement à Gaza et en attaquant cet endroit. Je veux dire, repousser un attaquant, c'est une chose, mais ensuite aller après eux en est une complètement différente. Surtout si cela résulte en environ 40 000 vies perdues, dont beaucoup sont des civils, y compris des enfants. Et cela se passe au grand jour. Vous étiez celui qui a dit dans mon programme précédent qu'ils sont pires que les nazis, parce que les nazis ont essayé de cacher l'Holocauste. Ils ont tenté de le dissimuler. Puis cela a été révélé. Et seulement après tout le monde a appris l'ampleur complète de ce crime. Les États-Unis et d'autres pays n'ont pas rejoint la Seconde Guerre mondiale pour arrêter l'Holocauste. Ils ont rejoint la guerre parce que le Japon les a attaqués. Et ensuite, Hitler a déclaré la guerre aux États-Unis, ce qui était une erreur stratégique. C'est la première fois que nous assistons à un crime massif commis ouvertement et avec une intention stratégique. Pendant ce temps, le monde occidental semble l'ignorer. Cependant, le reste du monde, y compris la Russie, la Chine et les pays d'Amérique du Sud, peut clairement voir ce qui se passe. Ils reconnaissent tout cela comme scandaleux. Cette situation soulève la question de savoir comment cela changera la dynamique de la politique mondiale. Eh bien, je pense qu'une chose est claire, c'est la malhonnêteté. Mais les États-Unis ne sont pas loin derrière. Réfléchissez-y. Israël a attaqué une ambassade à Damas. Cela constitue une violation de l'une des normes les plus fondamentales des relations internationales, des normes qui remontent à des milliers d'années. Et les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont opposé leur veto à la condamnation. Le ministre des Affaires étrangères britannique a déclaré que la riposte d'Iran, très soigneusement conçue, performative et symbolique, était disproportionnée par rapport à l'attaque contre l'ambassade, au cours de laquelle un général, des diplomates et d'autres personnes ont été tués. L'Iran a signalé ses intentions de manière très soignée. Ils ont donné un préavis de 72 heures et utilisé des drones lents pour signaler qu'ils engageaient une attaque. Ils ont synchronisé des missiles de croisière et des missiles balistiques pour coïncider avec l'arrivée de ces drones. Ils visaient purement des cibles militaires, évitant les civils,
et ils ont réussi à atteindre ces cibles militaires. L'étendue des dégâts n'est pas claire car les Israéliens n'ont pas été honnêtes à ce sujet. Cependant, il semble que sur une grande base dans le sud, leur précision était remarquable. Ils ont touché la piscine du club des officiers et une dépendance. Personne n'a été tué. Ils ont permis aux Israéliens de déplacer les F-35 qui avaient mené le raid sur Damas. Cela a démontré leur capacité à submerger et à charger les défenses israéliennes. Ils connaissent maintenant l'emplacement de tous les radars et sites antimissiles. Ils n'ont pas utilisé leurs meilleurs missiles, mais des plus anciens pour frapper une base israélienne. Ils ont déclaré que, de leur point de vue, ils ont fait passer leur message et ne prévoient pas d'autres actions. Il est incertain de savoir ce qu'Israël fera, bien qu'Israël est menacé de représailles. L'Iran a averti que si cela se produisait, au lieu de 320 missiles ou objets volants se dirigeant vers Israël, il y en aurait 1500. Cela change fondamentalement la dynamique au Moyen-Orient. L'Iran avait adopté une politique de patience stratégique, qui était essentiellement de la passivité. Lorsqu'il était attaqué, comme il l'était souvent par Israël, ou lorsque ses officiers, militaires, scientifiques et politiciens étaient assassinés, comme beaucoup l'étaient, le n'était pas de même manière. Parfois, il assistait ses clients, par exemple au Liban, pour réaliser une sorte d'acte de représailles, mais il n'agissait jamais directement. Avec une protection dont je parlerai dans un instant, il avait carte blanche au Moyen-Orient et pouvait agir en toute impunité. Ce n'est plus le cas. Au prix de peut-être 20 millions de dollars en tirs de missiles, incluant des drones qui coûtent quelques milliers de dollars et des missiles de croisière, l'Iran a probablement coûté à Israël 1,3 milliard de dollars en efforts de défense. Il a réussi à paniquer la population israélienne au cours du week-end, a démontré qu'il peut submerger les défenses d'Israël s'il le décide, et a également montré qu'Israël ne peut pas se défendre sans la participation active des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France sur son territoire. Un dernier point ici est l'accent mis sur la prétendue coopération des États arabes avec Israël contre l'Iran. À l'exception de la Jordanie, qui a abattu des drones traversant son territoire, la seule participation était le partage de renseignements. Plus précisément, l'Arabie saoudite et d'autres ont informé les États-Unis et Israël sur les trajectoires de missiles traversant leur territoire. En même temps, et ceci est crucial, les Saoudiens, les Émiratis et d'autres ont dit aux États-Unis qu'ils ne permettraient pas les opérations américaines contre l'Iran depuis leur territoire. D'une certaine manière, l'Iran a réussi à neutraliser les forces américaines dans le Golfe Persique, un objectif qu'il a longtemps poursuivi. Donc, comme quelqu'un l'a décrit, d'un point de vue militaire tactique, c'était insignifiant ou un rien du tout pour utiliser un terme d'argot américain. Cela n'a conduit à aucune conséquence significative. Personne n'a été tué et il n'y a pas eu de dommages substantiels. Il pourrait y avoir un trou dans une piscine et un impact mineur sur la base aérienne du Nevada, mais au-delà de cela, pas grand-chose ne s'est produit. Cependant, d'un point de vue stratégique et de puissance douce, c'était un succès énorme. L'Iran a atteint son objectif et a laissé Israël face à un dilemme intolérable. Israël ne peut plus agir comme si elle pouvait faire ce qu'elle veut sans conséquence. Permettez-moi de poser une question spécifique. Si Israël assassine maintenant un Iranien, et si nous prenons au sérieux la déclaration du président Raisi d'Iran, l'Iran ripostera de la même manière. Cela devrait être une prise de conscience. Il n'a pas été constaté que la force ait été brisée. De plus, il y a maintenant des gens à Téhéran qui, pour la première fois, disent ouvertement que pour contrer Israël, ils vont devoir envisager de passer au nucléaire.
Ainsi, Israël a franchi une ligne. Et rappelons-nous, ce n'était pas une provocation iranienne. Les Israéliens ont attaqué une cible sacro-sainte, une cible qui détient une signification politique dans la communauté diplomatique, à savoir l'ambassade d'Iran à Damas. L'Iran a été mis dans une position où il devait répondre. Apparemment, les Israéliens ont mal jugé la situation. Ils pensaient que, comme par le passé, malgré leur escalade contre l'Iran continuerait à exercer une retenue stratégique. Iran would continue to exercise strategic restraint. But I don't think the Iranian populace. Mais je ne pense pas que la population iranienne permettrait au gouvernement de Téhéran de rester passif. De plus, le gouvernement a des alliés sous forme de mouvements de résistance contre Israël dans tout le Moyen-Orient. Ces groupes seraient désillusionnés si l'Iran ne réagissait pas. Certains pourraient arguer que ces mouvements se sont montrés incapables et manquant de volonté, mais je ne suis pas d'accord. Des organisations comme le Hezbollah ne partagent clairement pas cet avis. Par conséquent, lorsque Israël agira à nouveau, et c'est incertain ce que cela sera, la réponse de ces groupes et de l'Iran est imprévisible. La notion finale ici est que M. Netanyahou n'a pas réussi à atteindre son objectif de longue date, qui durait depuis 35 ans, de générer une guerre contre l'Iran qui amènerait les États-Unis à soutenir Israël pour détruire les politiciens en Israël et sur Capitol Hill à Washington, que l'Iran possède un programme d'armes nucléaires. Ce que l'Iran a, c'est un programme pour atteindre la latence nucléaire. Au cas où une décision serait prise, aucune décision n'ayant encore été prise apparemment, de construire une bombe. Et ce que nous voyons maintenant en Iran, c'est un débat sur la prise de décision de construire une bombe. Donc, de tous les points de vue, c'est un désastre pour Israël, pour l'Occident, et cela laisse la situation très incertaine. Je suis tout à fait d'accord. Je me demande pourquoi tant de personnes ne parviennent pas à reconnaître que les réalisations significatives en Asie de l'Ouest, telles que l'apaisement des tensions, ont toutes été obtenues diplomatiquement lorsque l'accord sur le nucléaire, le JCPOA, était intact. Les observateurs d'États neutres, y compris ceux de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ont tous confirmé que l'Iran ne construisait aucune arme. C'était une grande réussite, et elle a été sabotée en 2000. Même maintenant, pendant la guerre et le génocide à Gaza, les seuls otages qui ont été échangés l'ont été par la diplomatie. Les autres sont soit encore à Gaza, soit ont été tués par l'IDF lorsqu'ils ont réussi à s'échapper. Israël n'a pas réussi à libérer un seul otage par la force, seulement par la diplomatie. Israel didn't manage to free a single one with force, only with diplomacy. But two more observations that were just what... Mais j'ai deux autres observations sur lesquelles j'aimerais avoir votre avis. Prenons l'exemple de la Jordanie. Il y a environ 1 mois et demi, les États-Unis ont décidé de donner à Israël 3,8 milliards de dollars supplémentaires. Lorsque j'ai lu la législation, j'ai remarqué qu'elle incluait également 1,2 milliard de dollars pour la Jordanie. Au début, je n'y ai pas prêté grande attention. Mais maintenant, je réalise qu'il s'agit d'un 1,2 milliard de dollars supplémentaires dépensés pour un autre pays pour défendre Israël, ce qui fait parfaitement sens sur le plan stratégique. Cependant, je ne vois pas comment la Jordanie pourrait s'abstenir d'abattre des missiles survolant son territoire souverain, ce qui aiderait à désescalader les tensions et à assurer la sécurité d'Israël. Quel impact cela aura-t-il en Jordanie? What will this do inside of Jordan? I think that was clearly the Jordanian reasoning. Il est évident que le raisonnement du gouvernement jordanien était d'éviter un conflit plus large. Cependant, il y a une complication, car la majorité des Jordaniens sont d'origine palestinienne. Cela place la Jordanie dans un acte d'équilibre constant, surtout que de nombreux Jordaniens sont mécontents du rôle de leur pays, qui aide effectivement à défendre Israël. La logique stratégique, comme vous l'avez mentionné, est claire. Israël veut assurer sa sécurité sans ressentir le besoin d'envahir l'espace aérien jordanien, ce qui en fait une stratégie défensive.
Cette approche a été plus tard étendue pour inclure la Jordanie, lui permettant de bénéficier financièrement. Telle est la situation. L'autre question qui me préoccupe concerne votre évaluation selon laquelle l'Iran abandonne sa stratégie de retenue stratégique. Il a prouvé qu'il pouvait submerger les défenses iraniennes. D'un autre côté, le récit en Occident, en particulier aux États-Unis, est axé sur la désescalade. Les États-Unis créent un récit qui dépeint l'Iran comme faible, soulignant que toutes les attaques iraniennes ont été interceptées avec succès. Ce récit vise à désamorcer les tensions et à décourager Israël de prendre toute action militaire. À ce moment, nous avons une situation intéressante où les États-Unis veulent clairement éviter la guerre et conseillent à Israël de s'abstenir de toute réponse militaire. Ils leur disent de ne pas riposter. Nous ne voulons pas de cela, disent-ils. Mais la décision appartient finalement à Israël. Ce qui m'inquiète, c'est que la stratégie d'Israël a été l'opposé complet de celle de l'Iran. Alors que l'Iran a fait preuve de retenue, l'approche d'Israël a été de riposter de manière écrasante. Si quelqu'un nous attaque, nous ripostons 10 fois plus fort. Si quelqu'un tue un Israélien, nous répondons en 10, 100, voire des milliers. Leur stratégie est de choquer leurs adversaires jusqu'à soumission. En suivant cette stratégie, je pourrais même envisager quelque chose d'aussi extrême qu'une frappe nucléaire tactique, ce qui serait scandaleux. Pensez-vous qu'Israël choisira de ne pas agir cette fois-ci? C'est le cabinet le plus outrageusement belliqueux qu'Israël ait jamais eu, en partie composé de fanatiques, ce qui n'est pas rassurant. Je veux souligner plusieurs points. L'Iran est désespéré d'éviter une guerre avec Israël et les États-Unis. En fait, des rapports suggèrent que l'Iran a offert des concessions aux États-Unis pour éviter des représailles contre Israël, indiquant une volonté de faire des compromis politiques. Cela n'a changé que lorsque les États-Unis ont montré de la détermination. Pendant ce temps, le Congrès américain est sur le point, selon les rapports, d'approprier des fonds pour rembourser Israël pour ses actions et lui permettre de continuer. L'Iran a fait preuve d'une grande retenue. L'administration Biden a répondu de manière exemplaire aux actions iraniennes, se défendant tout en essayant de dissuader Israël de continuer le conflit. Mais je ne pense pas qu'ils puissent réussir car ils interprètent fondamentalement mal les intentions israéliennes. Comme mentionné, la stratégie d'Israël a été dépourvue de diplomatie, s'appuyant plutôt sur une agression disproportionnée pour ce qu'ils appellent la dissuasion. D'autres pourraient l'étiqueter d'intimidation ou même de terrorisme. Israël a cherché à se sécuriser en instillant la peur. Le fait que l'Iran ait maintenant déclaré qu'il réagirait de manière similaire soulève de sérieux doutes quant à la capacité d'Israël à maintenir cette politique. Il n'est pas clair si l'Iran bluffe. C'est possible. Cependant, ils ont été placés dans une situation difficile, à la fois avec leurs alliés et leurs propres citoyens, les obligeant à tenir leurs promesses de représailles significatives, ce qui amène à se poser la question de la dimension nucléaire. Israël se trouve dans la position particulière de ne ni confirmer ni nier sa possession d'armes nucléaires, tout en se vantant de les posséder et en menaçant les autres de leur utilisation. C'est une contradiction, mais après tout, beaucoup de cette situation est remplie de contradictions. Une implication claire de ces événements est qu'ils signifient le déclin du droit international comme force dans la politique internationale. Il est impossible de justifier la condamnation et l'habilitation d'un génocide, les vétos sur les cessez-le-feu, ou l'échec à condamner une attaque contre une ambassade à travers le prisme du droit international. De plus, il y a un parallèle à Quito avec la situation impliquant l'Équateur, soulignant une aversion plus large pour les États-Unis et le Royaume-Uni dans de nombreuses parties du monde, en partie à cause des agressions passées.
have become fortresses because they've been assaulted in the past. You know, if it's okay in terms of Si attaquer une ambassade est considéré comme acceptable sous l'ordre dit fondé sur des règles, alors nous devons être préoccupés. Nous assistons à l'effondrement des principes qui ont régi les affaires internationales par des règles depuis le XVIIIe siècle. Il y a de nombreux exemples, mais la situation la plus alarmante est au Moyen-Orient. Israël a clairement fait savoir qu'il n'est pas signataire du traité de non-prolifération, n'est pas soumis à des inspections et a développé ses armes nucléaires en secret tout en trompant le public sur ses actions. Il soupçonne que l'Iran pourrait suivre une voie similaire. it considers that Iran may be doing the same thing it did. That's the basis of its suspicion. C'est le point de base. Cependant, cela peut être un cas de paranoïa auto-réalisatrice. Israël a discuté de quelque chose appelé l'option Samson, qui signifie essentiellement que si Israël doit s'effondrer, il entraînera tout le monde avec lui, tout comme Samson a fait s'effondrer le temple des Philistins plutôt que de se soumettre. Cette position est très dangereuse. Il y a des individus dans le cabinet de guerre d'Israël qui, dans toute autre société, seraient probablement considérés comme des criminels de guerre, des sociopathes ou des individus incitant à la violence de foule. Ils sont coupables de tout cela. Alors, que pouvons-nous conclure? En fin de compte, une certaine retenue sur l'Iran pourrait être imposée par la croyance que les Israéliens sont assez désespérés pour tout terminer avec des armes nucléaires. Mais cela est loin d'être rassurant. Non, ce n'est pas le cas. C'est un moment très, très effrayant. J'ai cependant deux observations. D'une part, je me trouve dans une situation bizarre. Pour la première fois, il y a quelques mois, on m'a demandé d'enseigner le droit international des droits de l'homme. Et maintenant, j'enseigne le droit des droits de l'homme, ce qui représente une contradiction significative pour moi. L'Iran adhère encore au droit international, car c'est la partie la plus faible dans l'équation, impliquant Israël, les États-Unis et l'Europe. De plus, l'Iran n'a pas attaqué une autre ambassade, ce qu'il aurait pu faire comme réponse directe et proportionnelle. Mais ils ont décidé de ne pas le faire, parce qu'il est encore mieux pour tout le monde. Si nous pouvons démontrer au reste du monde, qui inclut des pays en dehors des États-Unis et de l'Europe, que nous adhérons au droit international. Nous voyons à plusieurs reprises que les parties plus faibles tentent de se conformer au droit international et essaient également de maintenir son cadre. Par exemple, ils déclarent officiellement qu'ils ciblent uniquement des objectifs militaires. Ils sont très clairement dans ces limites. Cela me donne un peu d'espoir. C'est une observation. Deuxièmement, j'ai une question. D'où Israël obtient-il son uranium et son plutonium? Je ne pense pas qu'ils puissent le produire eux-mêmes, n'est-ce pas? Alors, comment contournent-ils les mécanismes du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, qui restreignent la vente d'uranium et de plutonium aux pays qui n'en font pas partie? Eh bien, il y a plusieurs réponses à cette question. Israël a obtenu une quantité significative d'uranium de l'Afrique du Sud grâce à leur coopération avec le régime d'apartheid dans le développement d'armes nucléaires. L'uranium qu'ils possèdent encore date de cette période. I don't know where they get it now. I'm sure there are plenty of people who are willing to sell uranium for an adequate price, and basically international regulation of trade is always spotty. I want to go to your first point, Howard, your first observation. Concernant votre premier point, il y a une ironie significative. Le concept d'interdépendance a été essentiellement développé pendant les Lumières en Europe. Tout au long du XXe siècle, les États-Unis se sont efforcés de donner vie à ce concept par la création d'institutions et de règles, y compris les Nations Unies et diverses conventions internationales, dans lesquelles nous avons joué un rôle clé dans la rédaction. Cependant, plus récemment,
Nous n'avons ratifié aucune nouvelle convention et avons montré un mépris complet pour les Nations Unies. C'est ironique que le Sud global, des régions précédemment colonisées qui ont été enseignées ces règles par leurs dirigeants coloniaux, se tient maintenant comme leur plus fervent défenseur. Pendant ce temps, l'Occident, qui a origine ces règles, les dénigre et les ignore maintenant. Cette observation s'aligne parfaitement avec ce que vous avez mentionné plus tôt. And that exactly coincides with what you said. Namely, the purpose of law is the protection of the weak against. À savoir, le but de la loi est de protéger les faibles contre les forts. Les parties les plus faibles, y compris des pays comme la Chine, qui a commencé par une révolution sans loi en 1949, sont maintenant de grands défenseurs de l'idée westphalienne de souveraineté nationale et de non-ingérence dans les affaires internes. Ce concept est l'épine dorsale de la Charte des Nations Unies. En contraste, les États-Unis se livrent à des opérations de changement de régime, ignorent la souveraineté et occupent une partie de la Syrie de manière totalement illégale. Ils sont également en Irak et ne partiront pas malgré les demandes des Irakiens. Ainsi, nous avons une inversion. Nous avons développé un système très bon, admirable, qui a fonctionné pendant un moment. Cependant, nous avons maintenant abandonné ce système parce que nous sommes forts, et les faibles le défendent parce qu'ils sont faibles. Cette situation est en effet très ironique. Les faibles subissent ce qu'ils doivent, mais ils font aussi tout ce qu'ils peuvent. Une bonne idée reste une bonne idée, même si les personnes qui l'ont inventée ont commis un génocide. Ce fait me donne un peu d'espoir. Il montre que d'autres parties de l'humanité peuvent reprendre les bonnes idées des autres, indépendamment de qui les a inventées, et essayer de les développer davantage. Je ne veux pas dévier vers une discussion stratégique plus large parce que je pense que nous avons déjà suffisamment abordé de points jusqu'à présent. Cependant, permettez-moi juste de remarquer que l'un des dommages collatéraux de tout ce qui s'est passé est les Nations Unies. Il a été démontré qu'elles sont inefficaces, qu'elles sont un véhicule qui ne peut pas relever les défis auxquels la planète ou les sociétés humaines sont confrontées. Par conséquent, la question se pose, existe-t-il une alternative pour préserver ces valeurs que l'ONU était censée défendre? De telles alternatives existent dans les diverses organisations et institutions qui ont été créées pour compléter, complémenter et remédier aux insuffisances du système bancaire de Bretton Woods. Ainsi, nous avons la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, la Nouvelle Banque de développement et les BRICS. Nous avons une série d'institutions émergentes avec le potentiel de finalement prendre le dessus ou usurper le rôle des Nations Unies, et certainement celui de l'hégémon mondial, les États-Unis, en tant que formulateur et exécuteur des règles. Il n'y a absolument aucune raison pour que le monde doive tolérer le veto américain, surtout lorsqu'il soutient des actions comme le génocide à Gaza. Pourquoi n'y a-t-il pas une conférence ad hoc où les pays peuvent se réunir et autoriser des mesures telles que les boycotts, le désinvestissement et les sanctions contre le perpétrateur? C'est une question intéressante. Essentiellement, l'existence de l'ONU devient un obstacle à la réalisation des idéaux pour lesquels elle a été établie. À un certain moment, quelqu'un trouvera probablement une solution qui, parlant pour les Américains, ne nous plaira pas, car elle nous privera de notre pouvoir de veto. Cela compliquera les affaires internationales, car le droit de veto ne sera pas disponible pour d'autres, tels que les Russes, les Chinois, les Français ou n'importe qui d'autre. Nous aurons un remplaçant pour cette organisation qui représente clairement la constellation de pouvoir issue de la Seconde Guerre mondiale, mais pas la constellation de pouvoir actuelle. Cela sert également à perpétuer la primauté américaine, que de plus en plus de pays voient comme un obstacle insurmontable à la réalisation de leurs objectifs. Donc,
Je pense que nous sommes à un moment géopolitique, un changement radical, si vous voulez, et nous ne le reconnaissons pas pleinement. Il y a des raisons à cela, mais ces raisons sont-elles encore valables aujourd'hui? Peut-être que la solution devrait être trouvée à Bermuda, Andorre, Liechtenstein ou même en Suisse. Some other place, Liechtenstein, maybe even Switzerland. But the second headquarters Mais le deuxième siège est en Suisse, n'est-ce pas? used to be there, and Cela est dû au fait que la Société des Nations y était. C'est la raison principale pour laquelle j'étudie la neutralité. Alors que nous voyons l'ordre actuel s'effondrer et évoluer vers la multipolarité, et que nous assistons à l'expérience de 100 ans de l'ONU et de la Société des Nations, qui visait à créer une structure de haut en bas, comme une pyramide, échouée. Cela n'a pas atteint ce qu'il était censé faire, et tout le monde le voit. Comme vous l'avez justement mentionné, nous assistons maintenant au développement progressif d'arrangements régionaux comme les BRICS, l'ASEAN et l'Union africaine. Ces organisations se rapprochent, formulent des mécanismes de résolution de problèmes et remplacent ce que l'ONU devrait faire. Dans cette nouvelle constellation, il deviendra de plus en plus important d'avoir des acteurs qui peuvent servir de terrain de rencontre neutre. Nous voyons comment le Qatar et Oman servent de médiateurs. How Oman is serving as a mediator. They're having second thoughts as we speak. Ils ont des doutes en raison des critiques. Nous assistons aux retombées de cela. Vous avez mentionné l'héritage de la Société des Nations et la présence en Suisse, particulièrement à Genève. L'organisation a été sabotée par les États-Unis, entraînant une augmentation des arrangements régionaux et bilatéraux pour la libéralisation du commerce et la gestion des différends. Cela est dû au fait que l'OMC ne peut plus remplir cette fonction. Cependant, säger d'autres faller de retomber. No longer serve that purpose. But there are other spillover effects. Look at the destruction of freedom of speech in Germany. Regardez la destruction de la liberté d'expression en Allemagne, par exemple. C'est tout à fait extraordinaire. L'appareil de sécurité national allemand est désormais déterminé à faire taire quiconque critique ou fait des commentaires jugés critiques envers Israël, y compris en refusant l'entrée à ces individus, en interrompant des conférences et en arrêtant des personnes. Ce genre d'activité quasi totalitaire aurait été inimaginable avant les événements récents. L'Allemagne était autrefois considérée comme une démocratie modèle, mais elle perd ce caractère, tout comme d'autres pays. Au nom de sa défense, vous détruisez réellement ce que vous cherchez à protéger. C'est tellement tragique, vraiment tragique. Chaque révolution se produit pour rétablir des valeurs du passé mythique et chaque contre-révolution se produit pour défendre ces valeurs. Les deux sont très destructrices. Donc nous voici. Quoi qu'il en soit, je pense que je dois prendre congé, mais je vous souhaite une agréable journée au Japon. Je vous remercie beaucoup, ambassadeur Freeman, pour votre temps aujourd'hui. Pas de tsunami, pas de typhon et un repas agréable, peut-être un peu de yakitori. Je vais en prendre ce soir. Merci beaucoup, ambassadeur Freeman. Tout le meilleur pour vous et profitez de votre boisson. D'accord, merci, au revoir.